Fais attention. Sois prudent. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Tout peut arriver. Si tu filmes, ils peuvent se sentir en danger. Et là, tu es mort. Le premier cellulaire de Frank, notre journaliste, était un Nokia et il est resté fidèle à la marque. Il a déjà eu un Sony Ericsson, mais il ne réussissait pas à s'en servir, alors il a repris un Nokia. Je peux vous poser une question? J'ai entendu dire que les minerais utilisés dans la fabrication des téléphones cellulaires provenaient de l'Est du Congo. Je ne suis pas au courant, alors laissez-moi faire quelques recherches avant de répondre devant la caméra. Tout a commencé en 2007 lorsque Frank a lu un rapport d'une organisation des droits de l'homme qui faisait le lien entre son téléphone cellulaire et la guerre au Congo. Selon ce rapport, les minerais utilisés dans la fabrication des cellulaires servent à financer une guerre qui a déjà fait 5 millions de morts. Est-il vraiment possible que nos cellulaires contiennent des minerais qui permettent de financer la guerre au Congo? Et si tout le monde est au courant depuis longtemps, pourquoi personne ne réagit? Premier fabricant mondial de téléphones cellulaires, Nokia est réputé pour son sens de l'éthique. Si des minerais du Congo sont utilisés dans leurs produits, ils doivent bien le savoir. Yes, hello, my name is Frank Poulsen. I would like to speak to somebody from communications. Hold on, please. So, there's no one who can help you at the moment. Okay, but who is it that I should speak to? I'm actually at the moment in a meeting. I don't know exactly where the best person for you to speak to, where that person would be located. So, it's possible that that person could be located somewhere else, or... I can't take your call right now, but if you please leave a message, I'll get back to you as soon as I can. Thank you. Pourquoi refuse-t-on de lui parler? Frank met en doute le sens de l'éthique de Nokia. Départ pour le Congo. Le but, savoir d'où proviennent ces minerais et s'ils financent vraiment des guerres. Bien qu'il regorge de ressources naturelles, le Congo est actuellement un des pays les plus pauvres du monde. Au cours des 15 dernières années, la guerre qui sévit dans l'est du Congo entre plusieurs groupes armés a fait plus de 5 millions de morts et pas moins de 300 000 femmes qui ont été violées. S'il vous plaît, chef. Vous êtes de la presse ou comment? Si, oui. Quelle presse? Monsieur, c'est pas bon. Hey, chauffeur, arrêtez votre moteur. Chauffeur, arrêtez mon moteur, Nayo. Chauffeur, arrêtez votre moteur, vous arrêtez de tester. Voilà un soda. Comment Frank va-t-il réussir à infiltrer le milieu des mines dans un tel chaos? Un rendez-vous avec M. Kampe Kampe, haut fonctionnaire du ministère des Mines du Congo, pourra faire avancer l'enquête. Bonjour à tous. Voici un échantillon de cassitérite qui provient du Kivu. Et voici du coltan, provenant de la même province. On les utilise dans la fabrication des produits électroniques, dont les téléphones cellulaires. D'après M. Kampe Kampe, c'est dans la province du Kivu que se trouvent ces fameux minerais du conflit. Il lui raconte aussi qu'il a sa propre entreprise. Il ne travaille pas seulement pour le ministère, mais aussi pour des compagnies minières étrangères qui le paient pour obtenir des licences d'exploitation de son propre ministère. Vous travaillez à la fois pour le ministère et pour le secteur privé. N'y a-t-il pas conflit d'intérêt? En fait, vous jouez sur les deux tableaux.
C'est plutôt un avantage, car ici, je peux mettre à profit mon expérience du privé au service du ministère et vice-versa. Dans mon pays, au Danemark, ce serait illégal d'être à la fois fonctionnaire au service du ministère des Mines et avoir des intérêts privés dans le secteur minier. Oui, ce n'est pas moi qui fais les règles. Qui décide? Je ne sais pas. C'est de la politique et je ne suis pas politicien. Je suis un scientifique et un homme d'affaires, pas un homme politique. Merci. Les seuls avions vraiment sécuritaires au Congo sont ceux des Nations Unies. Il doit se rendre à Goma, dans le nord Kivu, sans savoir si c'est la bonne destination, mais il n'a pas d'autre piste. Il semble que ce soit le bon endroit où trouver les minerais du conflit. Nulle part ailleurs au monde, la force de maintien de la paix de l'ONU n'est aussi présente. Les casques bleus ont pour mission de protéger les civils contre la violence des groupes armés. Mais ils s'éloignent rarement des grandes villes et patrouillent surtout les principales routes. L'ONU doit savoir à qui profitent les minerais dans la région. Il se rend au quartier général de la Force de maintien de la paix afin de rencontrer le major Raman, responsable de la région de Walikali. Il veut savoir où se trouvent exactement les mines et si les minerais qui sont extraits profitent aux groupes armés. Messieurs, voici une carte du territoire de Walikali. C'est une région très riche en ressources naturelles. Il y a deux sites importants dans cette région, Bissi et Kilambo. À Bissi, environ 15 à 20 000 personnes travaillent pour les mines, soit comme porteurs de minerais, soit comme mineurs. Pouvez-vous nous parler des groupes armés de la région? Je ne peux pas en parler. Je ne parlerai que de géographie. Vous n'en parlerez pas. Je vais vous parler de Kilambo et de la construction de la piste d'atterrissage. Je vous ai déjà parlé de 2 minerais extraits sur le site de Bissi. Mais vous ne pouvez pas dire qu'ils financent... Je vous ai déjà cité les groupes présents sur place. Mais vous ne pouvez pas dire qu'ils financent... D'accord, je comprends. D'autres questions? Non, pas pour le moment. Je vous en prie, servez-vous. Parmi les centaines de mines du territoire, celle de Bissi est la plus importante. Depuis quelques années, son histoire est particulièrement sanglante. Frank veut voir l'endroit de ses propres yeux. Même si la force de maintien de la paix reste discrète sur la situation à Walikali, elle accepte sans problème de l'accompagner. Tu veux aller à Bissi? Oui. Là où on tue des gens? Oui. Sois prudent. Ces gens sont incontrôlables. Tout peut arriver. Frank va devoir patienter quelques jours avant d'obtenir les documents de l'ONU l'autorisant à se rendre à Walikali en hélicoptère. Comment obtenir les informations que l'ONU refuse de lui donner? Il trouve un bar fréquenté par les Blancs. Il veut découvrir le lien entre l'exploitation minière et les groupes armés. On l'a prévenu que poser trop de questions pouvait être dangereux, mais il rencontre des hommes qui travaillent pour la Mining Processing Company.
Il décide de passer la soirée à boire avec eux. Le lendemain matin, il se réveille chez l'un d'eux. Son hôte ne souhaite pas être interviewé, mais la veille, il lui a confié que la société pour laquelle il travaille possède la licence d'exploitation de la mine à Walikali, là où il veut se rendre. Il lui dit qu'aucun de ses collègues ne souhaite être interviewé, mais dans l'après-midi, il le mène à leur bureau. Que pouvez-vous me dire au sujet des différents groupes armés dans la région? Il faut savoir que ça évolue constamment. Dernièrement, nous avons exploré à cet endroit. Les géologues y avaient installé leur camp et tout à coup, ils sont sortis des bois. La route principale de la zone de Lubbutu, soit à une distance de 30 km, était alors sous le contrôle des Simba, qui exigeaient $30 américains de droit de passage. Et selon vous, c'est dangereux de me rendre à Bizi pour filmer? Tout dépend des hommes que vous croisez et s'ils ont bu. Et combien d'armes par des forces armées comme les Forces démocratiques de libération du Rwanda, les Mai-Mai ou encore les Interamwe. Autrefois, ils combattaient pour des raisons politiques, mais aujourd'hui, ils n'ont qu'une seule motivation, l'argent. Même les forces armées de la République démocratique du Congo baignent dans ce trafic de minerais. Bernard, du bureau de presse de l'ONU, veut le voir avant son départ. Il y a eu un massacre sur le site de Bizi, à Walikali. Apparemment, un groupe de Mai-Mai, basé à une quarantaine de kilomètres du site, est venu pour piller les mineurs, ceux qui creusent dans la forêt. On ne sait pas pour qui ils travaillent, mais était-ce vraiment les Mai-Mai ou bien les FDLR revenus pour essayer de reprendre ce qu'ils considèrent être leurs biens, le coltan, la cassitérite, tous les minerais extraits de la mine de Bizi? Qui les vend? Avant, la mine était sous le contrôle des FDLR. Tu imagines? Des hommes d'affaires congolais achetaient les minerais. Ils les acheminaient à Goma, d'où ils partaient vers le Rwanda ou l'Ouganda, pour ensuite être vendus en Europe. Pour en faire quoi? Des téléphones cellulaires, des ordinateurs. Tu comprends? Et avec cet argent, ils achètent des armes pour continuer à mener leur guerre. Tu vas à Walikali. Fais attention. Sois prudent. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Tout peut arriver. Si, par exemple, tu découvres des pratiques illégales de la part des forces armées, tu es en danger. Des abus des FDLR, tu es en danger, ou bien des Mai-Mai. Et si tu les filmes, ils peuvent se sentir en danger, et là, tu es mort. Le danger est partout. Fais bien attention. Le lendemain, Frank retourne au quartier général de l'ONU afin de récupérer l'autorisation pour se rendre à Walikali en hélicoptère. Vous devez savoir qu'actuellement, les FDLR, les Forces de libération du Rwanda, sévissent un peu partout. Ils sont déchaînés. Ils sont sans pitié avec les civils. On ne peut pas exclure la possibilité qu'ils s'attaquent à des étrangers. Ils sont capables de tout. Il est donc hors de question que je permette à quiconque de mettre les pieds dans cette zone. D'accord, mais... Dans une telle situation, la règle est formelle. C'est une zone interdite. Fin de la discussion. D'accord? Que se passe-t-il à Walikali? Il semble que l'endroit soit très dangereux. Ce projet n'était peut-être pas une si bonne idée finalement. Mais il est hors de question que Frank abandonne. Pour se rendre à Walikali sans la protection des forces de l'ONU, il doit obtenir l'autorisation de l'armée nationale, les FRDC. On lui a dit que jamais il n'obtiendrait l'autorisation de visiter les mines à Walikali parce que les officiers haut gradés font beaucoup d'argent grâce au trafic de minerais. On ne vous a pas dit qu'il vous fallait l'autorisation de l'armée?
C'est pour cela que nous sommes ici. Pour avoir l'autorisation. Attendez. Est-ce que vous connaissez pas dire C'est le commandant qui est responsable des renseignements pour toute la région. C'est lui qui décidera de vous laisser y aller ou non. Vous savez, lorsque vous êtes en guerre, vous n'avez qu'un objectif, tuer. Il est beaucoup plus facile de gérer en temps de guerre qu'en temps de paix. C'est plus facile en temps de guerre? Oui, absolument. Parce qu'en temps de paix, il faut nourrir les soldats même s'ils ne font rien. Il faut qu'ils mangent, qu'ils boivent. Il leur faut des vêtements, des uniformes. Alors qu'en temps de guerre, s'il tue un ennemi, il garde son uniforme. S'il tue un ennemi, il garde ses bottes. S'il tue un ennemi, il garde son arme. Vous avez déjà fait la guerre? Oui, oui. Frank monte enfin à bord d'un petit avion cargo russe qui transporte les minerais de Walikali à Goma. On l'a prévenu qu'ils allaient atterrir sur une petite route au beau milieu de la jungle. À Walikali, Frank entend parler d'un garçon qui s'est sauvé de la mine de Busy pendant le massacre la semaine passée. Il s'appelle Chance, il a 16 ans, il a travaillé à la mine de Busy pendant 3 ans. S'il veut filmer dans une mine de Busy, Frank va devoir faire vite. Il lui faut donc quelqu'un qui connaît parfaitement les lieux. On aimerait que Chance nous accompagne parce qu'il était à Busy. Il vous a raconté ce qu'il a vécu là-bas? Je suis sa mère. Et chaque jour, je remercie Dieu qu'il n'ait pas été tué à Busy. C'est grâce à la volonté de Dieu qu'il a survécu. Frank commence à prendre conscience de l'importance de la mine de Busy. Chaque jour, 600 porteurs sortent de la forêt avec des sacs de 50 kilos sur le dos. Ils sont payés 6 $. Sur le marché mondial, 50 kilos de minerais raffinés valent 1300 $ américains. Les porteurs préviennent que les soldats sont nombreux sur la route de Busy. Ils conseillent d'emprunter un autre chemin. Ils continuent donc à moto encore quelques heures, puis à pied. Busy est à 2 jours de marche. Ils arrivent au poste de contrôle de l'armée. Il leur est impossible de le contourner. C'est le seul accès pour atteindre la mine de Busy. Ils ne savent absolument pas comment les soldats vont réagir.
Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous? Vous vous appelez comment? Frank. Voici donc comment les groupes armés font de l'argent à la mine. Ils laissent le dur labeur à la population locale et font payer des taxes à tout le monde. Pour entrer ou sortir du site de la mine, il faut payer. Notre journaliste est arrivé. Il va pouvoir témoigner de ce qui se passe là-bas. Des personnes meurent pour nos téléphones cellulaires. Cette montagne est un vaste réseau de galeries de fortune. La montagne menace de s'effondrer à tout moment. Il y a 5 ans, cet endroit était une jungle. Aujourd'hui, 15 à 25 000 personnes y vivent et y travaillent. Tous ces gens viennent de loin et ils rêvent de devenir riches. Mais les taxes imposées par les groupes armés rendent le coût de la vie extrêmement élevé et la plupart d'entre eux n'ont pas les moyens de repartir. Ils sont pris au piège. La mine où Chance travaillait jusqu'à récemment est à 100 mètres de profondeur. Il lui a dit qu'il lui fallait tellement de temps pour y descendre et remonter que parfois il y restait toute une semaine. Chaque mois, une des galeries s'effondre et tue des mineurs. On n'est pas dit qu'on filme. On donne des ordres à part. Il va lui. Il y a un abo, il va bloquer. On a dit qu'elle n'a pas pour quatre. Bon, on a dit de filmer un gars. On a dit de filmer un gars. Filmer un gars pour la nuit. Eh, vous, voilà. Balipatia makrane yake kwa pale bana. Leta ya kuza. Anga tu mwanzo ya tamburo haiko cha sepe. Unajua kama ilikataziwa watoto wadogo kuja kuuliza wakati hapo. Nakataziwa sana. Angalie, ile ndio kazi. Boxing. Pour ce reportage, Frank n'a visité qu'une seule mine, mais il y en a des centaines dans l'est du Congo. À elle seule, la mine de Bizi produit 70 millions de dollars de minerais par an. Nokia est une des plus grandes entreprises mondiales. Un téléphone cellulaire sur 3 vendu dans le monde est un Nokia. Cette entreprise est aussi un chef de file en matière d'éthique. Et s'ils utilisent les minerais du sang, leurs concurrents doivent probablement en faire autant. Bonjour, je souhaiterais rencontrer Arya Suominen. Signez le registre, s'il vous plaît. D'accord. Arya est en réunion toute la journée. Vous aviez rendez-vous avec elle? Oui, on l'a informée de notre visite il y a déjà quelque temps. Elle est au courant. Vous travaillez au service communication, monsieur? Oui. Vous êtes sûrement au courant de la situation au Congo. Je ne m'occupe que des médias finlandais. Vous pourriez peut-être m'aider à trouver quelqu'un qui pourrait m'en parler. Je vais faire de mon mieux. Parfait, merci beaucoup. Désolé, mais je n'ai trouvé aucun interlocuteur. Et donc? On ne peut pas vous recevoir. Mais écoutez, les personnes qui seraient en mesure de vous répondre sont soit en déplacement, soit en réunion, et je n'ai pas réussi à les joindre.
Bonjour, puis-je parler à Pekka Issosompi? Oui, je voulais absolument... Désolé. Je vous autorise à filmer. Je ne voulais pas m'engager à ne pas filmer. Pas de problème. Je vais vous accompagner. Bonjour, comment allez-vous? Bien, je m'appelle Frank, enchanté. Nous travaillons sur ce dossier depuis 2001, lorsqu'on a appris que la matière première, le coltan, qui provient du Congo, peut être transformée en tantal. Le tantal est un matériau utilisé dans la fabrication des téléphones cellulaires, mais aussi dans bon nombre de produits électroniques. Exact. Nous avons alors rencontré nos fournisseurs, c'est-à-dire les entreprises qui produisent les composants utilisés pour la production des cellulaires. On leur a demandé s'ils étaient en mesure de tracer l'origine du tantal qu'ils utilisaient. Mais très vite, nous avons compris que cela représentait un défi colossal. Il est impossible d'être sûr à 100% de la provenance des matières premières. Il n'y a aucune traçabilité. Il n'existe aucun test qui permet de déterminer de quelle mine provient tel ou tel minerai. C'est impossible. C'est tout un défi parce que c'est un sérieux problème. Nokia est au courant de la situation depuis 10 ans. Cette entreprise lance un nouveau téléphone cellulaire sur le marché tous les 3 mois et les vend partout dans le monde, y compris au Congo. Mais elle maintient qu'elle ignore la provenance des minerais qu'elle utilise. Selon eux, il est impossible de retracer l'origine des minerais utilisés dans les cellulaires. Pourtant, de nos jours, on peut tout retracer. On peut par exemple identifier un être humain à partir d'un seul cheveu ou d'une goutte de salive. Frank se rend à l'Institut fédéral de géologie et des ressources naturelles à Hanovre, en Allemagne. Bonjour, je m'appelle Frank. Moi aussi, enchanté. Avec un laser, nous allons percer un petit trou dans cet échantillon. Voici l'empreinte. Elle est caractéristique de Busy. Busy se trouve quelque part par ici. Là, c'est Walikale. Busy se trouve dans ses environs, tout proche de cette zone blanche qui n'a encore fait l'objet d'aucune étude géologique. Il est possible pour nous d'établir l'âge géologique de chaque grain analysé dans nos laboratoires. On est donc en mesure de pouvoir dire que tel minerai provient de la République démocratique du Congo, du Mozambique ou d'ailleurs, parce que nous connaissons exactement l'âge des sols. Il est donc techniquement possible de retracer l'origine des minerais bruts. On retrouve les minerais du Congo dans plusieurs autres pays, mais le procédé allemand permettrait d'identifier les minerais et ainsi éviter tout commerce avec les zones de conflit. Serait-ce la solution pour Nokia et toute l'industrie électronique? Avant de retourner chez Nokia, Frank rencontre Annie qui travaille pour Global Witness, une ONG qui dénonce le lien entre les ressources naturelles et les conflits armés. Que pensez-vous de la méthode de l'empreinte? L'idée est intéressante, mais cela demandera du temps, des années pour mettre en place une certification intergouvernementale. Selon nous, ce projet mérite d'être approfondi. Mais il nous faut aussi des solutions immédiates, à court terme, pour changer la situation sur le terrain, en plus des solutions à moyen et à long terme. Le Congo ne peut pas se permettre d'attendre la certification des minerais. À ce jour, 5 millions de personnes sont déjà mortes dans cette guerre financée en grande partie par l'industrie électronique. La solution proposée par Global Witness est toute simple. L'industrie de la téléphonie mobile doit rendre publique sa chaîne d'approvisionnement. Si Nokia refuse, Frank ne saura jamais si son cellulaire a fait couler du sang. Sarah, son contact chez Nokia, lui obtient un rendez-vous avec Abby du département d'approvisionnement.
Bonjour, je suis Frank. Bonjour Frank, enchanté. Enchanté. En tant qu'acteur et leader mondial sur le marché de la téléphonie mobile, nous avons la responsabilité de participer à la recherche de solutions dans l'intérêt de notre entreprise, mais aussi dans celui de toute l'industrie. Mais c'est complexe. Si on avait déjà la solution, on aurait agi depuis longtemps. Selon plusieurs ONG, une des solutions, c'est la transparence. Par exemple, en rendant publique votre chaîne d'approvisionnement sur votre site Internet. Pourquoi vous ne le faites pas? Ça n'a rien de compliqué. Oui, notre objectif est de faire preuve de plus de transparence. Et de nombreuses entreprises veulent... C'est très simple, vous n'avez qu'à exiger de tous vos fournisseurs qu'ils rendent publique leur propre chaîne d'approvisionnement. Cela permettrait une traçabilité des minerais du conflit. C'est délicat parce que Nokia, tout comme ses fournisseurs, tient à garder un certain degré de confidentialité. Vis-à-vis de la concurrence? De la concurrence, mais aussi par rapport au développement de nouvelles technologies. Tous ces facteurs sont à considérer lorsqu'on décide de rendre une liste publique. Donc, si j'ai bien compris, d'un côté, il y a la concurrence qui est en fait une course au profit. C'est bien cela. L'objectif, c'est de faire plus de profit que le concurrent. Et de l'autre côté, en Afrique, il y a des enfants qui meurent, des femmes qui sont violées, des millions de morts. Qu'est-ce qui vous fait encore hésiter? La solution, selon plusieurs ONG, est de rendre publique votre liste de fournisseurs. Et vous m'expliquez que vous ne le faites pas dans le but de gagner plus d'argent. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je simplifie, mais c'est un peu cela, non? C'est bien plus complexe que cela. Il est évident que nous devons faire tout notre possible pour mettre fin à ces pratiques ou user de notre influence pour résoudre ce problème. Nous souhaitons faire preuve de plus de transparence dans un avenir proche, mais pour le moment, c'est une situation très délicate. Il semble qu'il n'y ait pas un seul téléphone cellulaire sur le marché qui soit exempt de minerais illicites. Frank part pour les États-Unis où le Congrès américain prépare un projet de loi qui obligera les compagnies à rendre publique l'origine des minerais qu'elles utilisent. Il se rend dans les locaux de l'association Raise Hope for Congo qui a initié ce projet de loi. Ce groupe de travail s'est donné pour mission d'agir sur plusieurs fronts à la fois, non seulement auprès de l'industrie, mais aussi au niveau politique. Parallèlement, il tente de sensibiliser le public par une campagne sur le réseau Internet. Un des artisans de cette campagne, John Prendergast, recrute des célébrités et donne des conférences à travers le pays traitant des liens entre les minerais du Congo et nos téléphones cellulaires. Rendre publique la liste des fournisseurs n'est pas suffisant. Si Apple, Walmart et d'autres grandes entreprises disaient « D'ici un an, nous aurons banni tout produit provenant des zones de conflit, sinon on trouvera une autre façon de s'approvisionner », les raffineurs agiraient en conséquence. Ça m'agace d'entendre les gens dire qu'ils font tout leur possible. C'est hypocrite, c'est faux, et cela nous empêche de progresser vers une solution. Et qui en pâtit? Le peuple congolais. Frank a rendez-vous avec le représentant Jim McDermott, l'initiateur du projet de loi devant le Congrès américain. Nous avons rendez-vous avec M. McDermott. Parfait, je vais le prévenir. Je vous suis. Veuillez patienter. Merci. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Je suis Ed. Frank. Enchanté. Nous venons de terminer notre réunion. Vous voulez faire des images de Jim qui entre dans le bureau? Si c'est possible, c'est ce qu'on fait sur tous les tournages au Congo ou ailleurs. D'accord. Frank m'a expliqué.
Il est allé au Congo, il a été témoin des atrocités, et comme votre projet de loi propose une solution, vous avez en quelque sorte le rôle du sauveur. Enfin, presque. C'est un peu ça. Something like that. All right. Lorsqu'on cherche une solution pour mettre fin à toutes les atrocités que subit le peuple congolais, surtout la violence faite envers les femmes et les enfants, le moyen le plus efficace, c'est d'empêcher toute transaction financière. Ce projet de loi stipule que les entreprises doivent acheter les minerais provenant de sources reconnues et légales, et non auprès des seigneurs de la guerre, qui volent les minerais et exploitent la population afin de financer leur guerre de guérilla. Selon moi, il est inacceptable de profiter des progrès technologiques sur le dos de peuples qui subissent de telles atrocités. Il est de notre devoir d'y mettre fin. Le marché de la téléphonie mobile est toujours en plein essor. Aujourd'hui, dans le monde, 1 personne sur 2 en possède un. À son insu, Frank pense qu'il a peut-être financé indirectement la guerre depuis qu'il a acheté son tout premier téléphone cellulaire, il y a 15 ans. Au fil des ans, Nokia est devenue l'une des plus grandes entreprises mondiales. Il veut rencontrer son PDG. Sarah, son contact chez Nokia, a finalement accepté que Frank vienne une dernière fois au siège social. Le PDG refuse de le voir, mais il obtient une entrevue d'1 demi-heure avec le directeur du département de responsabilité sociale. Becca, je vous présente Frank. Enchanté. Qu'a fait Nokia depuis 2001? Nous travaillons en collaboration avec l'association Jessie, qui est un consortium de fabricants de produits électroniques. Nous avons mandaté une étude et nous travaillons de concert avec plusieurs ONG. De plus, nous sommes en pourparlers avec les associations de fournisseurs de minerais. Cela fait 10 ans que vous êtes au courant de la situation et vous n'en êtes qu'au pourparlers. Il faut d'abord que la communauté internationale s'entende sur les mesures à prendre. Si nous agissons de façon isolée, cela n'aura aucun impact. Dans cette situation, notre influence et notre pouvoir sont proportionnels à la petite quantité de matériaux que nous achetons. J'ai rencontré de jeunes garçons à Walikali. Je leur ai dit, je suis là pour vous filmer, témoigner de votre souffrance. Ensuite, j'irai parler à Nokia parce que ce sont eux qui font de l'argent sur votre dos. Et maintenant que je suis chez Nokia, je leur dis quoi? Que leur réserve l'avenir? Il est important de leur dire qu'il y a toujours l'espoir d'un avenir meilleur. Mais les solutions sont complexes et la route est longue. Les sociétés ne changent pas du jour au lendemain. Mais dites-leur avant tout que la situation nous préoccupe. Et pas seulement nous, les entreprises, mais aussi les consommateurs, c'est-à-dire les citoyens, et donc les gouvernements. J'ai bon espoir que l'on trouvera bientôt une solution. Mais ce ne sera pas facile. Oui, la route sera longue. Il faudra des années avant que les jeunes garçons que j'ai rencontrés voient des changements. C'est dur pour moi de devoir leur dire, vous avez risqué vos vies pour m'aider à faire ce film. On espérait faire bouger les choses, mais malheureusement, cela pourrait prendre beaucoup de temps. En ce qui me concerne, je suis très optimiste quant à votre film. C'est un bon moyen pour attirer l'attention sur cette question auprès du monde occidental. Ne soyez pas si pessimiste.
Désolé, mais je vais devoir vous laisser. Je dois me remettre au travail. La situation n'est pas nouvelle, l'industrie est au courant depuis bientôt 10 ans. J'espérais vraiment qu'ils admettent leurs responsabilités. Ça aurait pu apporter quelque chose de positif s'ils avaient dit « Oui, on admet ne pas avoir fait assez. » Mais on ne peut pas admettre être en faute juste pour votre film si on estime n'avoir rien à se reprocher. En août 2010, le Congrès américain a voté une loi imposant à l'industrie électronique la publication de la liste des fournisseurs de minerais pour les produits vendus aux États-Unis. À la même époque, Nokia s'est engagé à appliquer cette politique à l'échelle mondiale. Actuellement, aucune loi n'interdit l'utilisation de minerais du conflit dans la fabrication de produits électroniques, que ce soit aux États-Unis ou dans l'Union européenne. À ce jour, il n'y a pas un seul téléphone cellulaire sur le marché qui soit garanti